Roger Karoutchi, on a vu Édouard Philippe consulte les parlementaires. Est-ce que ces parlementaires ont vraiment leur mot à dire ou ce ne sont que des consultations de façade ? Je suis assez inquiet parce que, pour être très franc, le cadre même de la réforme constitutionnelle ou ce qu'on veut mettre à l'intérieur de cette réforme, ça a beaucoup changé en 3-4 mois. Parce que j'entends bien M. Castaner dire il y a des engagements du président de la République. Franchement, je n'ai pas le sentiment que pendant la campagne présidentielle ou même dans son discours devant le Congrès du Parlement, le président de la République ait abordé la réduction du droit d'amendement, l'inscription de la Corse dans la Constitution, les 3 mandats. Il a abordé la réduction du nombre de parlementaires. Et là-dessus, on est prêt à discuter. Mais sur le reste, chaque semaine nous apporte des éléments nouveaux où on se dit, qu'est-ce qu'ils veulent ? Où veulent-ils aller ? On a fait la réforme de 2008, j'en sais quelque chose, pour l'avoir en grande partie conduite, pour renforcer les pouvoirs du Parlement. Et c'était la volonté de Nicolas Sarkozy d'avoir un équilibre entre l'exécutif fort, celui de la Ve République, et un Parlement ayant quand même une capacité d'intervention. Là, on a le sentiment que sous couvert de réformer les pouvoirs, on veut en réalité neutraliser le Parlement. Et vous demandez quoi concrètement ? Quelles sont vos lignes rouges ? Sur quel point précis ? Il y a plusieurs lignes rouges. Là, nous avons déjà dit que nous ne comprenions pas, par exemple, l'inscription de la Corse dans la Constitution. Moi, je suis pour qu'on avance sur un certain nombre de pouvoirs par rapport à la Corse. Vous ne souhaitez pas un article spécifique comme ce qui est envisagé par Édouard Philippe ? Très bien, parce que ça ouvre la voie à d'autres. Et dans quelles conditions ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on l'avait refusé en 2008. Il y avait eu un débat, rappelez-vous, rien que sur l'inscription des langues régionales. Alors, vous imaginez carrément une collectivité. Donc ça, c'est un peu compliqué. Deuxième élément, on est prêt à discuter de la réduction du nombre de parlementaires, à condition déjà de savoir comment. La proportionnelle, c'est pas franchement notre tasse de thé, et on était prêt si c'était vraiment marginal, si ça ne se remettait pas en cause l'équilibre du scrutin. Mais quand j'entends qu'on est à 15, 20, voire 25%, alors là, vous cassez le système politique. Mais c'est quoi marginal ? Quel est le seuil que vous pouvez accepter, vous ? 10%, ça vous irait ? Si le président de la République veut aller à 400 députés, et s'il dit il y a 30 ou 40 sièges à la proportionnelle, donc 10%. Franchement, ça me casse les pieds, parce que moi, je suis un défenseur du scrutin majoritaire. Mais on peut regarder s'il faut vraiment faire en sorte que tous les partis, y compris ceux qui, au scrutin majoritaire, ne seraient pas représentés, puissent l'être. Mais de là à dire que ça devient un élément fort de la composition de l'Assemblée nationale, non. Et enfin, sur les 3 mandats successifs, on ne sait toujours rien. C'est rétroactif ou pas ? Ça concerne les fonctions nationales, les fonctions locales. Qui aujourd'hui dans ce pays, qui a un maire qui a été élu, puisqu'on rénove beaucoup, qui a un maire qui a été élu à 30 ans, s'il est content de son maire, qui va dire au maire, écoutez, alors, monsieur, vous avez fait 3 mandats, au revoir, vous êtes en plein dans vos investissements, on ne veut pas savoir. Ça, c'est pour vous la ligne rouge, cette limitation du nombre de mandats. Respectons le droit des électeurs de choisir, quand même, c'est le minimum dans un pays démocratique, et respectons les droits du Parlement. J'ai bien entendu ce que disait le groupe communiste, et je partage entièrement le droit d'amendement. C'est un droit individuel. Roger Karoutchi, on va y venir. Juste une question. Vous dites qu'il y a des lignes rouges, mais vous êtes quand même prêt à négocier sur certains points. Est-ce que vous pensez que l'exécutif est lui aussi disposé à lâcher du lest ? Le président Larcher a beaucoup discuté, et sincèrement, ici ou là, des parlementaires ont eu des contacts avec Matignon, avec l'Élysée, pour faire avancer les choses. Ce qui me laisse un peu pantois, pardon de le dire comme ça, mais c'est pas le seul sujet, la révision constitutionnelle, sur lequel on semble de temps en temps avoir ça. C'est que, de semaine en semaine, on rajoute des points. Par exemple, le droit d'amendement, personne ne l'évoquait jusqu'à il y a 15 jours. Donc, on va venir sur le droit d'amendement. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron et l'exécutif ne savent pas où ils veulent aller, c'est ça ? Ou alors, c'est qu'ils ne veulent pas d'accord. Et qu'ils ouvrent la discussion, négociation pour donner le sentiment de consulter, mais qu'au bout du bout, soit ils veulent passer en force, soit ils voudraient un référendum bien risqué. Et je leur souhaite du bonheur. Mais est-ce que vous avez aussi l'impression ou le sentiment qu'Emmanuel Macron cherche à faire le procès en conservatisme du Sénat sur cette réforme ? Oui, parce que c'est le procès le plus facile. Il y a une espèce de tradition depuis 20 ans. On dit la deuxième chambre, représente trop les notables, elle bloque le système et tout. C'est un faux procès, tout le monde le sait, puisque le bicamérisme fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis députés qui disent « Heureusement que le Sénat corrige souvent les textes de loi qu'on leur envoie. » Et ils ont raison. Le bicamérisme, c'est la capacité de faire de bonnes lois. Alors après, qu'il faille un travail parlementaire plus liant, plus rapide, moi, je suis d'accord. Mais c'est pas
ça qui est l'objectif, visiblement. Alors, le président de l'Assemblée, François de Rugy, lui espère qu'un compromis sera trouvé avec le Sénat, et sinon, place au référendum. Écoutez. Je dialogue d'ores et déjà depuis plusieurs semaines avec le président du Sénat pour que nous puissions arriver d'ici l'été à, j'en n'en doute pas, un texte commun qui permettra d'avoir une réforme de la Constitution adoptée par le Parlement. Si jamais il y avait des blocages, le président de la République l'a dit, le gouvernement l'envisage, il peut toujours y avoir un référendum sur quelques points. Est-ce que vous pensez qu'au final, le président de la République va recourir à l'arme du référendum ? Franchement, je lui déconseille. Je ne suis pas là pour dire au président de la République ce qu'il a à faire, mais d'abord, qu'il réfléchisse bien à ce qui se passe. Lorsque Matteo Renzi, en Italie, a voulu faire un référendum sur les institutions, il se croyait à l'époque très puissant. L'échec du référendum a marqué le début de la fin de Matteo Renzi. Beaucoup plus rapide que prévu. On ne se lance pas dans un référendum institutionnel sans ceinture et bretelles. Et donc là, il n'y a pas. Et là, moi, je pense qu'il n'y a pas de bretelles et que la ceinture est mal bouclée. Parce que, à force de vouloir mettre beaucoup de choses dans le référendum, vous n'allez pas mettre au référendum uniquement la réduction du nombre de parlementaires. Parce que ça, c'est très populaire, mais ça, une loi organique suffit. Pourquoi aller à la révision constitutionnelle ? Faites-le voter, empochez la mise en disant, vous voyez, j'ai réduit le nombre de parlementaires, tout le monde est content, Macron, nous aussi, la négociation est correcte. Bon, voilà. Mais faire un référendum où vous allez mettre la Corse, le nombre de parlementaires, les 3 mandats, le pouvoir d'amendement, attention de ne pas avoir, au fur et à mesure des jours qui passent, là, le conglomérat des opposants qui ne seront pas forcément sur la Constitution, mais qui pourraient donner un verdict négatif. Alors, sur ce droit d'amendement, puisque vous en parlez, Roger Carucci, le droit d'amendement, c'est un souhait d'Édouard Philippe, un souhait un petit peu surprise cette semaine, de restreindre le droit d'amendement parlementaire en le conditionnant au nombre d'élus par groupe. Est-ce que ce n'est quand même pas logique de tenir compte de la représentativité des groupes, selon vous ? Non. Et franchement, moi, en 2008, dans la réforme, on a essayé d'encadrer le droit d'amendement. Parce qu'on voulait, à l'époque, essayer de faire en sorte que les amendements, par exemple, présentés en commission, ne puissent pas l'être forcément à nouveau en séance plénière, ce qui ralentit le débat. Mais il était question juste d'un encadrement. La vision du gouvernement et d'Édouard Philippe, s'il la maintient, sur il n'y a plus de droit individuel en réalité d'amendement, mais c'est un droit collectif de groupe, c'est une vision totalement inacceptable. Totalement inacceptable, parce que ça veut dire, en gros, que le parlementaire lui-même n'existe pas. Il n'existe qu'au travers de son groupe. Ce serait pétiner le droit Ça veut dire surtout qu'à court ou moyen terme, tous les députés seront élus au système proportionnel par les partis. Vous revenez au système des partis. Vous n'êtes pas dans un grand parti. Vous ne pouvez pas influer sur le débat parlementaire. C'est une aberration, enfin. Est-ce que c'est constitutionnel ? Non. En 2008, par le le Conseil constitutionnel nous avait dit que le simple encadrement, pas limité par groupe, mais l'encadrement, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se représenter un amendement, n'était pas acceptable. Comment est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait accepter que en réalité, les parlementaires perdent leur droit d'amendement individuel ? C'est impossible.